Monsieur le point focal sur les projets de renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre au Togo à la Direction régionale de l'éducation, Monsieur le représentant de Plan international Togo, bureau de Sokodé, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. Cette activité est organisée par le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, RJC. Nous vous rappelons que c'est une activité que nous avons commencée depuis 2022 et aussitôt la loi votée. Le réseau s'est engagé pour la vulgarisation de cette loi où nous avons passé par les étapes de Kara, de Sokodé, de Thiévié, de Goudévé, de Blita, de Tchare et nous sommes ici à Tchamba aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'ensemble, nous puissions échanger sur les dispositions de cette loi afin que vous soyez les porte-parole. Étant donné qu'on ne pouvait pas rassembler tout le monde, on s'est dit qu'il faut qu'on cible certaines autorités, qu'elles soient administratives, traditionnelles ou religieuses, pour que ces autorités-là soient des porte-parole, pour que cette loi puisse être portée plus loin, afin de pouvoir aider nos enfants, surtout les jeunes filles, pour qu'elles puissent aller loin, que ce soit dans leurs études ou dans leur apprentissage. Parce que la loi dit portant protection des apprenants. On n'a pas dit élèves, on parle d'apprenants. Donc, la loi protège et les élèves et les apprentis. Donc, je nous invite à être attentifs, à apporter notre contribution afin que les débats puissent être fructueux et que nos enfants en sortent bénéficiaires. Merci. Donc, je nous souhaite un bon débat. Dans notre milieu ici, il y a des violences comme des grossesses précoces qu'on ne connaît pas les auteurs. Lorsque les parents savent, ils portent plainte à la police. Lorsque la personne est de retour, on le juge à la police pour qu'il puisse subir des conséquences qu'il a fait subir la fille. Dans notre milieu, ces violences existent. On constate souvent par des mariages forcés, des filles qui ne sont pas encore majeures, très adolescentes, qui sont forcées à se marier. Et nous constatons aussi que quand ils se marient, parce qu'ils ne sont pas encore psychologiquement prêts pour se marier, et on constate que dans leur foyer, ils ont des violences. Ces hommes qui font des violences avant d'avoir des rapports sexuels. Et on constate aussi que quand les autorités sont au courant de ces actes-là, ils interviennent aussi pour sauver ces victimes. Les intervenants viennent de poser des problèmes liés aux violences à caractère sexuel. Avant de commencer, je voudrais vous faire voyager un tout petit peu vers l'État de Louisiane aux États-Unis pour vous raconter l'histoire d'une enseignante d'une école privée. Elle a 34 ans, mais elle a été coupable d'une relation sexuelle avec un de ses élèves qui a 10 ans. Mais cette enseignante, elle a été traduite devant les tribunaux, elle a été condamnée. Si je vous cite cet exemple rapporté par le New York Times, c'est un journal américain, c'est pour vous dire que la problématique de la dénonciation des cas de violence à caractère sexuel, ce n'est pas dans notre pays seulement. C'est un problème universel et il est combattu partout à travers le monde. Et si vous êtes informés, à côté de nous, au Bénin, depuis un certain temps, le gouvernement s'était lancé dans un combat contre ces pratiques sexuelles qui devenaient vraiment anormales. Parce qu'on a constaté qu'il y avait une recrudescence des relations coupables entre des enseignants et des apprenantes, même au niveau universitaire,
ça donnait l'impression comme si tous les efforts que les élèves, les étudiantes fournissaient pour avoir de bonnes prestations relevaient donc des échanges à caractère sexuel. Mais quant à notre pays, vous allez constater que le Togo s'est levé contre ces pratiques-là très longtemps, à travers la loi du 16 mai depuis 1984. Vous voyez, malheureusement, on s'était rendu compte que l'application de cette ancienne loi n'aboutissait vraiment pas. Donc, les gens l'appliquaient de façon amicale. Et ce qu'on voulait vraiment éradiquer, on n'arrivait pas. Vous-même, vous vous êtes rendu compte que le président de la République d'alors et l'actuel président du Conseil, il s'est dit qu'il veut faire la promotion de la femme, l'égalité de genre dans notre pays. Mais tous les efforts déployés dans cette optique-là, si rien n'est fait pour arrêter les phénomènes de grossesse en milieu scolaire, les efforts seront annihilés. Voilà pourquoi l'État togolais s'est doté, dans le cadre donc de la lutte contre les violences de genre au Togo, d'un outil juridique. Donc, c'est ça la loi. Donc, c'est un document de 42 articles regroupés dans 5 chapitres. Donc, la loi, son objectif, comme je venais de le dire, c'est juste protéger les apprenants contre toutes les formes de violence, et surtout celles liées au sexe. Voilà. Mais comme vous savez, le législateur est toujours malin. Pour ne pas créer des situations conflictuelles ou bien des interprétations diversifiées, il prend des dispositions pour clarifier les concepts. Tout d'abord, la cible de la loi, ce sont les apprenants de sexe féminin et masculin inscrits dans les établissements d'enseignement, que ce soit primaire, secondaire ou supérieur, public ou privé. Donc tout ce beau monde-là est pris en compte par la loi. Violence à caractère sexuel, il s'agit de quoi exactement? Donc, pour que lorsqu'il y aura un cas, qu'on ne crée pas, des divertissements d'interprétation. Tout acte sexuel commis sur un apprenant par abus, par contrainte, par menace ou par surprise est considéré comme un acte à caractère, violence à caractère sexuel. Comme exemple, il y a l'atteinte à l'intimité, les attouchements sexuels, harcèlement sexuel, ce qui est souvent fréquent, cyberharcèlement. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens utilisent les TIC, les réseaux sociaux, pour exercer de la violence sexuelle. Quelqu'un est là, vous l'envoyez une image pornographique. C'est du harcèlement sexuel et c'est puni. Donc tout cela, ces exemples-là, c'est contenu dans cette loi. Il y a la pédophilie, ceux qui entretiennent des relations avec les mineurs, les petites filles, et vice-versa. J'avais pris l'exemple de l'enseignante de Louisiane là. Ça existe partout, la pédophilie là. Il y a des mécanismes de prévention et de prise en charge des cas de violence. Donc tout ça là, l'État a défini. La collaboration avec les médias aujourd'hui. L'exercice que nous sommes en train de faire ce matin, c'est une parfaite illustration de cette collaboration-là. On peut beau travailler, mais si ce n'est pas relayé, si on ne communique pas autour, les gens ne seront pas informés. C'est d'ailleurs, on nous a dit quelque part que non, on n'est pas informé de l'existence de la loi, parce qu'il n'y a pas eu communication autour. Donc voilà l'importance de la collaboration avec les médias et les codes de discipline positive. Tout ça là, ça contribue à réduire ou bien à lutter contre ces violences-là. Donc, voilà les actions. Mais les actions seules ne suffisent pas. Il faut des stratégies pour concrétiser les actions développées par l'État. Donc, parmi ces stratégies, nous pouvons citer la formation des enseignants en matière de prévention. Il y a également l'affichage des messages. Donc, tout ce qu'on va faire
pour pouvoir captiver l'attention du public, ce sont des mécanismes qui vont permettre vraiment de lutter contre ces violences-là. L'implication des comités de parents d'élèves, oui, les enfants appartiennent toujours aux communautés. Et quand on parle de communauté, ce sont les parents. Donc, dans les stratégies, on implique toujours les parents. La vulgarisation auprès des communautés éducatives, des autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des dispositions législatives. Donc, tous ces acteurs qui peuvent relayer l'information liée à la lutte contre les violences, on les implique. L'enjeu majeur aujourd'hui de la lutte contre les violences à caractère sexuel, c'est la dénonciation. Si on ne dénonce pas, si on ne se plaint pas, la justice ne peut pas faire son travail. Voilà pourquoi, dans le document de la loi, le législateur a pris les dispositions. D'abord, pour définir des lieux où l'on peut dénoncer. En cas de violence à caractère sexuel, on peut dénoncer les auteurs aux responsables des établissements. Dans les centres d'apprentissage, le maître atelier est là, on peut dénoncer, ou bien la chambre de métier, elle est là, qui peut recevoir les cas de dénonciation. Il y a les centres d'écoute également, qui peuvent recevoir les cas de dénonciation. Les forces de l'ordre et de sécurité, dans toutes nos localités, au moins aujourd'hui, on a ces structures-là qui nous accompagnent. Il y a les ONG qui travaillent beaucoup sur ces questions-là. Donc, on peut dénoncer des cas auprès des ONG. Ou bien à toute autre organisation, elle peut être locale ou bien internationale, qui travaille dans le cadre de la protection des apprenants. On peut faire les dénonciations là-bas. Mais ailleurs, qu'est-ce qui freine la dénonciation? Parce que les dénonciateurs ont souvent peur qu'en cas de dénonciation, j'aurai des difficultés. Et la loi a prévu des dispositions qui protègent le dénonciateur. Et lorsque vous allez à l'article 7, la loi dit que nul ne peut être sanctionné ou faire objet de quelque représailles que ce soit pour avoir dénoncé ou témoigné de faits avérés de violence à caractère sexuel sur un apprenant. Il y a des mesures de prise en charge de la victime. Tout d'abord, immédiatement, il faut une prise en charge psychologique pour quand même atténuer le traumatisme. Il faut une prise en charge médicale pour corriger d'éventuels préjudices causés par la violence. Lorsque tout ça là est fait, la justice déclenche son processus, les auteurs sont punis. Tout acte sexuel commis sur la personne de l'apprenant par abus d'autorité comme violence, menace ou surprise constitue une infraction pénale. Les spécialistes de la justice sont là. Lorsqu'on rentre dans déjà le pénal, ça veut dire que tu ne peux plus facilement t'en sortir. Quiconque met enceinte une apprenante régulièrement inscrite dans un établissement ou dans un centre d'apprentissage ou de formation professionnelle encourt une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 5 millions. La peine est portée au double lorsque l'auteur de la grossesse est une personne abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions, ou lorsque l'apprenante enceinte est une mineure de moins de 16 ans. Avec mon statut d'enseignant, si je me retrouve auteur d'une grossesse d'une élève, automatiquement, ma peine est doublée. J'insiste là-dessus parce que c'est pour vraiment décourager les potentiels prédateurs en milieu scolaire. Nous voulons quand même entendre qu'il y ait des auteurs, mais que ce ne soit pas quand même du personnel enseignant. J'exhorte le monde enseignant à faire plus d'efforts, à travailler, à décourager vraiment ce sentiment-là qui amenait certains à tomber dans cette loi. Lorsque l'apprenante enceinte a moins de 16 ans, la loi dit que la peine est doublée.
Donc, le message est clair. Le fait pour quiconque ayant eu connaissance des violences à caractère sexuel de s'abstenir de prévenir les personnes visées, voilà, est puni par la loi. Si l'auteur d'une grossesse en milieu scolaire est un élève, il est exclu et le motif est inscrit sur son dossier. Il y a eu des cas comme ça à la DRE Plateau Ouest où 43 élèves ont été exclus. Il faut que les élèves, surtout filles, lorsqu'elles sont mises à l'école, elles puissent aller jusqu'au bout, avoir des diplômes de haut niveau et revenir participer elles aussi à la construction du Togo, la terre de nos aïeux lors de l'humanité. Je vous remercie. Moi, de mon côté, je dirais que là où il y a brassage entre les deux genres, nécessairement, il doit y avoir ce fléau. Mais dans le cas précis, il y a la pression, il y a certaines pressions qui font que c'est difficile qu'on les dénonce. Or, s'il n'y a pas de dénonciation, il n'y a pas de poursuite. Il faut qu'il y ait un plaignant avant que le processus judiciaire ne s'engage en commençant par la police, la gendarmerie, plus la justice. Ce n'est pas que c'est un fléau qu'on ne connaît pas dans notre milieu, mais seulement les pressions culturelles, les pressions de famille, au niveau de la famille. Ah, il ne faut pas dire comme ça, même tu es à l'âge de te marier, bon, laissons ça, on fait ça entre nos deux familles et puis l'affaire est réglée. Mais pourtant, on voit certains apprenants en grossesse aller dans les ateliers ou bien à l'école. Mais ça vient d'où? Sans que les auteurs ne soient recherchés et poursuivis, parce qu'il n'y a pas de plainte. J'ai deux questions. La première question, c'est surtout en milieu scolaire. Vous avez dit, si quelqu'un est témoin des violences à caractère sexuel et la personne ne dénonce pas, elle subira aussi les châtiments. Mais si la personne a réglé le problème et peut-être a appelé l'auteur pour régler le problème et que ça s'est arrêté, et ensuite peut-être quelqu'un aille dénoncer la chose, est-ce que ça va revenir encore ou bien c'est fini parce qu'il a réglé le problème? Merci. La seconde, c'est par rapport aux sanctions des élèves garçons en milieu scolaire. Est-ce que vous pensez que les élèves filles qui sont engrossés n'ont pas de responsabilité dans ça? Parce que nous constatons que c'est les garçons seulement qui subissent le châtiment. Certainement, il y a certaines filles qu'on arrête, mais la fille force et elle continue par aller. Maintenant, quelle est la sanction qu'on donne aux filles? Pour le cas des élèves qui ont enceinté leurs collègues élèves, que deviendront ces enfants? Le papa fut renvoyé et la maman subit. Ah, peut-être ce n'est pas consentement. Ce n'est pas consentement que ça s'est fait. Ce n'est pas une violence portée sur l'un ou l'autre. Est-ce que ce cas-là, comment vous le traitez? La deuxième question, c'est que, effectivement, ce qui est à l'origine de ces violences et de ces grossesses précoces, je crois que plutôt nous allons les découvrir. Et partant de cette base, peut-être ça ira mieux. Une famille qui n'arrive pas à se supporter et que le papa ou bien la maman est obligé de donner l'enfant à quelqu'un. Parce que la charge est lourde, on ne peut plus, et ça devient une violence. Or, la base de ce problème, c'est la pauvreté. Donc, il faudrait que la vision soit plus large dans ce domaine, afin que nous puissions vraiment trouver une solution à ces problèmes. Dans son parler, il y a des élèves qui ont enceinté leurs collègues. Et le châtiment revient, effectivement, comme vient de le dire le révérend, ils sont punis. Maintenant, les filles là, qui sont enceintes, qui deviendront filles-mères, après l'accouchement, est-ce que l'État a pris en charge de les prendre aussi en charge
après l'accouchement ou bien ils seront délaissés à leurs parents. Parce que le gars est déjà puni. Dans sa présentation, il a parlé des enseignants qui de plus en plus se responsabilisent vis-à-vis de leurs élèves et apprenantes. Et il a dit qu'on a beaucoup plus vu qu'une autre catégorie d'auteurs qui est de plus en plus remarquée. Je voudrais savoir, à l'endroit de cette catégorie d'auteurs, est-ce qu'il vous arrivait par moment à aller vers eux pour ce genre de sensibilisation? Et puis, je ne sais pas si parmi nous ici, il y a le corps médical, les agents de santé. Parce qu'une apprenante qui est victime d'une violence sexuelle et qui a le courage d'aller très souvent dans un centre de santé, je pense que le médecin pourrait l'amener à donner beaucoup plus d'informations, à l'écouter davantage, à la mettre en confiance, afin que la personne puisse donner des informations qui puissent être remontées, afin que ces auteurs-là soient poursuivis. Ce que je ne comprends pas, il y a des gens qui sont toujours en relation, mais il n'y a pas de survenue de grossesse. Est-ce que de ces cas-là, on peut dénoncer? De deux, vous voyez que généralement, dans mon village par exemple, les enfants sont soit des orphelins, que ce soit femmes, filles ou garçons, et ils sont abandonnés à leur grand-mère. Il n'y a pas de suivi. Déjà à 18h, 19h, la grand-mère dort. Et la fille ou bien le garçon fait semblant d'étudier. En même temps, elle profite de la non-vigilance de sa grand-mère et elle peut sortir. Lorsque la grossesse survient, qu'est-ce que nos grands-mères disent? Ah, je voulais même qu'elle me fasse un enfant avant, je voudrais voir mes petits-enfants avant que je ne meure. C'est-à-dire, cette mentalité, quand la loi a dit ça, on devait travailler à partir des parents, des tuteurs, pour enraciner en eux ce phénomène, pour ne pas dire que non, que je n'ai pas d'argent, ou bien, bon, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, moi je leur donne la liberté, ils n'ont qu'à se marier. Mon inquiétude se trouve au niveau d'un auteur, l'auteur de grossesse qui n'est pas élève. Quelle est la suite qui lui est réservée? Et lorsque la relation est consentie, et les parents même rejettent la poursuite. Ma question est que si l'apprenante elle tombait enceinte, que celui qui l'a enceintée n'est pas enseignant ou bien élève, quelle serait la condamnation qu'on va lui faire? Et la question suivante, là, on a engrossé l'élève et la personne est élève aussi, on l'a exclu. Après que le problème soit réglé et payé tout ce qu'on l'a demandé comme amende, est-ce que c'est acceptable qu'on lui reprenne de continuer ses études ou bien c'est fini définitivement? Moi, ma question est de savoir si ce document doit être en possession de nous qui représentons les communautés, afin de pouvoir aussi savoir expliquer à nos communautés pour qu'ils se prennent soin. L'élève sait qu'il y a la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Et par rapport aux enseignants, je suis d'accord que l'enseignant ne peut pas s'aventurer sur ce terrain. Maintenant, élève entre élèves, mais je constate que la loi est orientée sur les garçons. Maintenant, ils ne sont pas les seuls fautifs, parce que la fille aussi est impliquée. Le garçon n'est pas allé chez la fille pour l'engrosser là-bas. Donc, il faut d'abord une responsabilité des parents, pour que les parents puissent parler à leurs enfants, filles, pour que la fille ne puisse pas quitter pour aller. La fille, peut-être, elle a engrossé sur le garçon. C'est elle qui s'est transportée pour aller là-bas. Donc, je trouve une petite injustice là-bas. Je voudrais intervenir par rapport à la préoccupation de M. l'abbé et pour dire qu'en réalité, je ne suis pas juriste, je parle sous le couvert des juristes qui sont dans la salle. La loi est du côté du plus faible. Quand vous dites qu'il y a une injustice dans le traitement des sanctions, la loi est du côté du plus faible et dans ce cas d'espèce, le plus faible, c'est la victime, c'est la fille.
du moment où le garçon a eu l'information qu'il y a une loi qui interdit, la fille aussi a eu la même information. Mais quand les deux se mettent ensemble, même si c'est par consentement, mais le préjudice est causé à qui? Le préjudice est causé à la fille. C'est pour ça, quand la loi ou bien le législateur veut appliquer la loi, on ne regarde plus la fille parce qu'elle est déjà lésée, elle a déjà subi le préjudice. Si on doit encore la sanctionner, ça veut dire qu'elle sera sanctionnée doublement. C'est pour ça qu'il faut dissuader le plus fort, qui est dans ce cas d'espèce, le garçon, pour qu'il prenne des dispositions. Même si la relation est consentante, mais il y a aussi des dispositions de protection, où les deux pouvaient prendre la décision de se protéger en faisant les rapports sexuels pour éviter que la grossesse ne survienne et que les conséquences, les représailles ne tombent sur la fille. Mais je suis sûr qu'il y a des juristes parmi nous qui pourront peut-être donner beaucoup plus d'informations. Oui, merci monsieur. C'est suite à la question que le chef vient de répondre que je voulais ajouter quelque chose. Et si la fille est la cause de la chose, par exemple, en milieu scolaire, il y a des tenues propices pour les élèves. Celle-ci hasarde à coudre une tenue attirante. C'est à propos de ce côté, je voulais voir si elle ne pouvait pas la sanctionner. Oui, je crois bien que la question que madame vient de poser, c'est une question qui est là, mais je crois bien aussi que notre ministre de tutelle nous a bien prévenus, les élèves, les enseignants, qu'on ne doit pas porter de n'importe quoi. Les chefs d'établissement, les CPE, c'est-à-dire les conseillers pédagogiques de l'éducation et les professeurs sont tenus à veiller sur ça. Donc ces problèmes-là, on ne peut pas les avoir à l'école. Selon ce qui est inscrit là-bas, on parle de violence sexuelle. Mais il n'y a pas un appareil qui a mesuré, qui a fait violence sur qui. Seulement, nous avons constaté les grossesses. Et au même moment, c'est le garçon qui est sanctionné. Donc, nous revenons sur ce point-là pour dire que la loi n'a pas encore été juste là-bas. Les sanctions prévues par la loi à l'endroit des garçons. Ma question porte sur le fruit de la grossesse. On ne retire pas pour autant la paternité de l'enfant au garçon qu'on exclut de l'école. Que devient cet enfant? Si, en l'excluant de l'école, il n'est plus responsable pour prendre en charge une famille, que devient l'enfant? Est-ce que l'enfant devient un enfant de l'État ou à qui appartient cet enfant? Ajouter que la tenue scolaire n'est pas une excuse pour la tentation. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la mort est en train de passer et vous-même vous allez pour le saluer. Les filles elles portent des tenues vraiment qui ne correspondent pas, mais ce n'est pas ça qui justifie le fait qu'il faut aller vers. Donc, je voulais également revenir sur la punition qui est déjà naturelle chez la fille. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle traîne tous les malaises à l'école. Et c'est un risque qu'elle ne puisse même pas achever l'année scolaire. Si on prend l'exemple des matières facultatives, le sport et autres, est-ce qu'elle est en mesure de faire alors que c'est des points en réserve en ce moment? Donc, cet état de grossesse ne lui permet pas d'engranger ces points. Donc, c'est un risque pour elle d'échouer également. Voilà la raison pour laquelle on se dit que la fille est déjà punie. Le garçon, par contre, qui est enceinte, lui peut courir, il peut aller apprendre. Par contre, la fille peut ne pas apprendre, disposer du temps nécessaire pour apprendre à cause des malaises qu'elle aura. La loi ne peut pas non plus régler complètement le problème. En fait, la loi pénalise pour amener les gens à se corriger. Au-delà de la loi, nous devons savoir qu'il doit y avoir une certaine prise de conscience que le problème est réel
et qu'il faut vraiment que les gens prennent conscience, qu'ils soient sensibilisés et qu'ils prennent des dispositions pour que cette loi-là devienne caduque. Lorsque nous changeons de comportement, la loi devient caduque. Si tout le monde prend la décision que désormais la jeune fille sera protégée, pourra pourra faire ses études jusqu'à la fin, alors la loi n'aura plus son effet. Donc la loi, elle est votée parce qu'il y a un problème qui est réel et on veut lutter contre ce problème-là. Et maintenant, au-delà de ce problème, il faut qu'il y ait une prise de conscience, une sensibilisation, afin que ce que veut le gouvernement, ce que veulent les parents, ce que veut la jeune fille, que cela puisse devenir vraiment une réalité. Nous, au niveau de plan international, on encourage le dialogue entre parents et enfants, avoir une certaine confiance de ton enfant pour qu'au cas où il y a un problème, que l'enfant n'hésite pas à venir vers papa, vers maman pour dire « Ah, X, Y m'a fait ceci, m'a dit ceci, m'a fait ceci, m'a fait cela », afin que, en tant que parents, nous puissions prendre nos responsabilités face à ces violences-là. Ce que j'ai cru comprendre dans l'affaire des 43 élèves, c'est qu'ils étaient exclus seulement de la région éducative de Plateau-Ouest. Ils peuvent aller encore se faire inscrire dans d'autres régions et continuer leurs études. Le DP Action Sociale l'a dit, la grossesse là peut entraîner des conséquences sur la santé de la fille et la fille ne va pas continuer ses études. Ça peut aller même jusqu'à la mort. Mais le garçon, lui, a encore cette possibilité d'aller continuer ses études ailleurs. Et la plupart du temps, ces jeunes-là ne finissent pas en couple. Ils ne finissent pas en couple. Parce que le garçon étant jeune, la fille étant jeune, ils se sont mis ensemble. À un certain moment, le garçon trouve que non, ce n'était pas ma femme. Ce n'était pas ma femme. Et celle-là, elle devient, comment on l'appelle, un cas social, une fille mère, un cas social pour la société. Et nous avons vu des filles brillantes qui ont échoué leur vie pour une simple grossesse. S'il vous plaît, il faudrait que nous, ici présents, nous soyons sensibilisés et prendre en compte, c'est-à-dire que nous soyons conscients, conscientisés, que nous soyons convaincus de l'ampleur du phénomène et que nous puissions être les porteurs de cette loi dans nos communautés, dans nos groupes, dans nos organisations professionnelles et que nous soyons aussi les ambassadeurs du ministère de l'Éducation, du gouvernement, auprès de toutes ces gens-là pour éviter les abus sur les filles. Et il y a un intervenant qui avait parlé de la pauvreté. Moi, je dis, la pauvreté ne justifie pas les violences à caractère social. Il faudrait que nous éduquions nos enfants à leur dire, à se contenter de ce qu'on a. Il y a des garçons pauvres, il y a des filles pauvres. Nous tous ici, peut-être à quelques exceptions près, nous tous ici, nous venons des familles très pauvres. Moi, quand j'étais à l'école, au primaire, c'est difficilement que je réunissais deux repas par jour. Et cela ne m'a pas empêché de devenir ce que je vais devenir, et je suis aujourd'hui. Et je dis à mes enfants, vous avez de la chance. Vous ne devrez pas vous laisser tromper par qui que ce soit. Le matériel là, si tu veux avoir le matériel pour toi-même, être à l'aise, mets-toi au travail, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu seras. Mets-toi au travail, seul le travail libère. Et si nous arrivons à conscientiser nos enfants que je n'ai pas les moyens pour t'acheter un Android, je n'ai pas les moyens pour t'acheter une chaussure de telle qualité, mais je t'encourage à travailler. Je suis prêt à te soutenir dans tes études pour que tu réussisses. Demain, quand tu auras réussi, tu auras les moyens toi-même d'aller acheter le portable que tu veux.
Ce n'est plus à moi ou à quelqu'un d'autre de te dire c'est telle marque que je vais t'acheter. Non, toi tu vas t'offrir la marque du portable que tu voudras. Donc c'est comme ça que nous devrons dire à nos enfants pour éviter que ces histoires de grossesse-là arrivent. Parce que la plupart du temps, les garçons amènent les filles sur des terrains où on la fait miroiter des choses que le garçon même n'en a pas. L'homme même n'en a pas. Mais il dit à la fille que je vais t'acheter iPhone, je vais te faire ceci, je vais te faire ceci, je vais te faire ceci. Et elle se laisse emballer. C'est parce qu'à la maison, on n'arrive pas à échanger avec l'enfant et lui faire comprendre certaines réalités de la vie. Et elle se laisse emporter. Merci beaucoup. Je vais commencer par l'inquiétude de notre frère qui vient de dire tout à l'heure qu'il y a certaines filles qui exercent une violence sur le garçon et que c'est quand la fille tombe grosse, on sanctionne le garçon. Je voudrais lui rappeler que d'abord la loi dit protégeant les apprenants contre les violences à caractère sexuel. On n'a pas dit contre les grossesses. C'est dire que ce n'est pas le premier jour où l'acte sexuel a eu lieu que la grossesse apparaît. Si le garçon sait qu'il a été victime, qu'il dénonce la fille. C'est-à-dire que les garçons ont la possibilité de dénoncer les filles. Donc, pour ça, ne dédouanons pas les garçons parce qu'ils ont été exclus. C'est parce que lui-même, il a voulu qu'il a subi la violence. Maintenant, quelqu'un a demandé que faisons-nous des auteurs qui ne sont pas du secteur éducatif. C'est l'objectif pour lequel nous nous retrouvons toujours. Nous avons cité les localités qu'on a déjà parcourues. C'est pourquoi on implique tous les acteurs pour permettre à chaque secteur de prendre les dispositions. Si nous, ici, nous nous engageons, les chefs d'inspection sont là, le point focal est là. Eux, au niveau de l'enseignement, ils prendront les dispositions. Mais si ici, chacun dans son secteur décide d'être le porte-parole et de dénoncer les cas et d'encourager les autres à dénoncer, c'est dire que la loi sera appliquée à l'encontre de tout le monde. Mais si nous pensons que c'est une loi qui est votée pour sanctionner les acteurs du système éducatif seuls, non, c'est à chacun d'entre nous de mettre le paquet dans son secteur. Si le chef, au niveau de la chefferie, eux, ils prennent leurs responsabilités de dénoncer les cas, si c'est un acteur de la chefferie qui commet cette violence et la chefferie le dénonce, c'est dire que ce n'est plus seulement du côté de l'enseignement, mais ce côté aussi-là, il y a une solution. Par rapport à une question où on disait, pour plus de dénonciation, d'impliquer aussi les acteurs de la santé, je vous assure que partout où nous avons passé, la santé a été impliquée. La santé, nous travaillons toujours avec la santé. Donc, rassurez-vous, tous les ministères, tous les secteurs sont impliqués dans tout ce que nous faisons. Et apporter notre contribution pour l'avenir de nos enfants. Parce qu'il y a un adage qui dit, si nous voulons éviter de punir les hommes de demain, nous devons éduquer les jeunes d'aujourd'hui. C'est dans ce sens-là, le représentant de plan disait, on se cache derrière la pauvreté. L'éducation familiale est très importante. C'est la base. Et le monsieur qui avait posé la question disait, la pauvreté, oui, on ne peut pas voter une loi en tenant compte des cas spécifiques. La loi, c'est la loi. Est-ce que nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, les violences à caractère sexuel envahissent vraiment notre quotidien et surtout l'aspect visible, les grossesses? Est-ce que nous sommes tous vraiment d'accord qu'il y a une recrudescence de ces phénomènes-là? Quel que soit ton âge, tu es élève, tu es apprenti, il n'y a pas de consentement. Quelqu'un te met en situation qui entrave ta scolarité ou bien ton apprentissage, il est puni par la loi. Oublions les histoires de consentement là. Il n'y a pas ça. S'il y a consentement, il faut présenter l'acte de mariage. Là, en ce moment, si l'apprenante est, ou bien si l'élève
vient avec, tu présentes l'acte de mariage que je suis en mariage avec tel ou tel, on peut fermer les yeux. Les gens disent, est-ce que la fille ne mérite pas aussi la sanction? Mon collègue a déjà dit, on ne va pas punir doublement. Étant déjà enceinte, c'est une première sanction. Elle n'aura plus la même chance d'apprentissage que son copain garçon. Ça, c'est le premier cas. Le second aspect, vous savez, psychologiquement parlant, une fille enceinte, c'est lourd de conséquences. On ne peut pas mettre ensemble la grossesse et la scolarisation. Elle peut être efficace dans la tête n'importe comment, mais le physique, à un moment donné, ça ne tient plus. La loi prévoit quelque part que la fille enceinte, si elle peut continuer pas à aller à l'école, on l'autorise. Certains vont se demander, mais on n'est pas en train d'encourager les grossesses en milieu scolaire? Non. Parce que si on l'exclut, c'est une deuxième sanction encore que vous êtes en train de solliciter pour les filles. L'autorité a vu très loin, on ne va pas commettre ces erreurs-là. Avant, certains chefs d'établissement tentaient d'exclure ces élèves. Mais aujourd'hui, la loi, il y a une disposition de la loi qui interdit ces pratiques-là. Je sais, beaucoup se disent que bon, l'exclusion des élèves garçons est une injustice. Malheureusement, non, ce n'est pas une injustice. C'est juste pour assainir le monde scolaire. Merci à tous et à chacun vraiment pour cette participation active qui prouve une fois encore que nous sommes ensemble, on doit rester ensemble, travailler ensemble pour que dans un avenir très proche, qu'on ne parle plus vraiment de violence à caractère sexuel, non seulement dans nos établissements, mais également dans la communauté, là où nous vivons.